la Guinée loni kamu Aini sombao tamasi aya nalata. Ok na tanamobi ay som Yungo la Guinée la Hausse. Bon après-midi, chers tous. C'est parti pour un talk show avec notre invitée du jour qui est Madame Julie Noé. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, en merci. Forme, hein? Ouais, en forme, merci. Dieu merci. Et vous, ça va? Ça va. Alhamdulillah. Vous êtes radieuse. Ah, merci. Vous aussi. Merci, hein, merci. On se jette les fleurs, hein, c'est pas interdit, quoi. Alors, Madame Julie Noé, pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, elle est jeune auteure francophone publiée chez Innov Guinée. On lui doit notamment le roman Silence pluriel, un e-book d'environ 70 pages. Elle est aussi écrit Vie volée, autant pour moi, Vie volée, publié aux éditions et 10 livres en mars 2023. Ce court roman ou recueil d'environ 28 pages est classé dans la catégorie lettres et linguistique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parlez-nous du roman, du premier. Silence pluriel, hein? C'est ça. Vie volée. Vie volée, justement. D'accord. Juste une précision. Silence pluriel est une réédition de Vie volée. D'accord. D'accord, de Vie volée. Voilà. D'accord. Parce que Silence, Vie volée est paru aux éditions et des livres de Paris. Et donc, il y avait des difficultés d'acheminement du livre vers la Guinée. C'est pourquoi j'ai fait une réédition. D'accord, une réédition parce que le premier, c'était 28 pages, hein, ou c'est le premier qui était 110 pages. Le premier, ça fait environ 68 pages. 68 pages. 68 pages. Et le deuxième, c'est 70. Pourquoi? Parce que le premier n'a pas de préface. Et pour le deuxième, il y a une préface qui a été faite par Monsieur Bala Mariko, qui est un défenseur des droits des femmes au Mali. Parlez-nous du livre. On veut tout savoir de fond en comble. Ah, d'accord. En fait, pour parler du livre, ça va être... il faut qu'on prenne sur un certain angle parce que le livre, vraiment, c'est vrai qu'il est petit, il est de 70 pages, mais il parle des femmes. D'accord. Et dans ce livre, presque toutes les formes de violence basées sur le genre en Guinée sont représentées. D'accord. Parce que dans ce livre-là, il y a la question du mariage précoce, des violences conjugales, du viol, des mutilations génitales féminines. Et donc, il y a aussi une réflexion sur la société. Parce que en écrivant le livre, je l'ai écrit aussi à partir de l'angle de juriste que je suis, parce que je suis juriste. Et voilà, le constat qui est fait, c'est que lorsqu'on est confronté à des cas de violence basés sur le genre, on se demande, est-ce qu'il faut le traiter de façon traditionnelle? Oui. Ou est-ce qu'il faut le porter devant les juridictions? Et donc, le roman, en résumé, présente l'histoire de plusieurs femmes. D'accord. Il n'y a pas... l'acteur ou l'actrice principale? Non, il y a l'actrice principale, mais en fait, c'est qu'elles sont liées entre elles. Ok. Vous avez l'actrice principale qui est nommée Aïcha. Ah, Aïcha, d'accord. Oui. D'accord, en tout cas, on a le privilège d'être actrice principale du roman, oui. Oui, donc l'actrice principale Aïcha, elle a une mère qui a été victime de mariage précoce et donc qui a dû s'enfuir de son village après qu'elle soit victime de mariage précoce et qu'elle ait rencontré une personne qui l'a aidée parce que vous savez, les conséquences des mariages précoces, c'est parfois les fistules obstétricales. Donc, elle était malade et donc elle s'est enfuie lorsqu'elle est tombée enceinte d'Aïcha. Et donc, voilà, Aïcha elle-même, elle a été victime de viol. Et vous avez sa voisine qui se fait battre par son mari et qui succombe des suites de violences conjugales. Et donc, Aïcha, après avoir subi des abus, décide vraiment d'aller, de se changer des idées. Après un suicide qui a avorté, elle décide vraiment de changer de cadre, de voyager, parce que justement, le violeur, c'était son voisin.
D'accord. Donc, c'est-à-dire, il fallait l'affronter tous les jours et tout ça là. Donc, elle décide de voyager. Mais lorsqu'elle voyage aussi, elle va vraiment faire face à une tragédie qui va l'amener à porter plainte. D'accord. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça parle des VBG, mais c'est aussi une question d'aller à la rencontre de soi. C'est ça. Parce que souvent, les victimes n'ont pas le courage de porter plainte. De porter plainte, justement. Et quand Aïcha a porté plainte, est-ce qu'elle a eu gain de cause? Oui, à la fin du roman, on se rend compte qu'elle a obtenu gain de cause, mais il y aura plusieurs personnes dans le roman qui ne vont pas obtenir gain de cause, comme notamment la voisine d'Aïcha, Tanti Fatou, qui va succomber des suites de violences conjugales. Elle va mourir, elle va pas porter plainte, bon, puisqu'elle est déjà morte, bien sûr. Et donc, on va avoir d'autres personnes comme, à la fin, il y aura une petite qui sera violentée, qui va pas obtenir justice parce que, justement, le village va se réunir, demander pardon. Pardon, oui. Et donc, dans cette partie-là, vraiment, je fais ressortir le fait que les violences basées sur le genre sont banalisées dans nos sociétés conservatrices. C'est-à-dire, on demande pardon. Est-ce que une vie, on peut demander pardon pour avoir détruit une vie? Et donc, cette impunité-là amène vraiment les victimes à garder le silence et amène aussi les violences à perdurer parce que justement, si quelqu'un se dit, OK, si c'est une femme, je peux la violenter, je peux lui faire ce que je veux sans courir le risque d'être saisi par les autorités. Et donc, cela encourage l'impunité. Justement. Et on parle aussi de la justice, du rôle de la justice dans ce qu'on fait. Oui. Par exemple, Aïcha, heureusement qu'elle a eu gain de cause. Et la petite n'a pas eu gain de cause parce qu'il y a eu pardon. À Laval, après, ils ont demandé pardon. Et Tanti Fatou qui a succombé parce qu'elle a, bon, tout naturellement, elle n'a pas eu gain de cause. Et après ce pourquoi elle est décédée, un autre membre de la famille n'a pas pu, en tout cas, porter plainte contre le bourreau. C'est ça. Donc, là, dans cette situation, on parle de la justice. Réellement, est-ce que vous avez sorti le rôle de la justice dans le roman? Oui, justement, le rôle de la justice, ça transparaît tout au long du roman, mais aussi les pesanteurs socio-culturels. Parce que justement, pour obtenir justice, il faut pouvoir porter plainte. Et ce qui se passe, on remarque que dans la majorité des cas, les personnes n'osent pas, les victimes n'osent pas porter plainte. Ça. Et il y a le peur du regard de la société. Prenons par exemple Tanti Fatou. Tanti Fatou, qui a subi les violences conjugales dans le roman, elle est frappée par son mari. Quand elle n'en peut plus, lorsqu'elle part chez ses parents, ils vont lui dire, mais tu n'as pas honte en tant que femme de traverser tout le quartier avec tes bagages. Ensuite, tu vas nous jeter le déshonneur en venant ici chez nous. En fait, toutes les femmes se font battre par leur mari. C'est normal. Elles le supportent. C'est normal. Alors, pourquoi tu peux pas supporter? Voilà, justement. Donc, c'est comme ça. En fait, elle va pas porter plainte. Elle va pas porter plainte parce que ceux qui sont censés la soutenir, la protéger. Voilà, ce sont ces mêmes personnes-là qui, par crainte du regard de la société, l'amènent vraiment à supporter l'insupportable et finalement, elle succombe. Donc, ce que je fais ressortir par là, c'est que les victimes ont besoin de soutien à tous les niveaux. Il y a le soutien psychologique qui est vraiment nécessaire parce qu'une personne qui est victime de VBG perd confiance en elle-même et se demande peut-être je n'ai pas de valeur, quelle est ma valeur? Parce que le plus souvent, il faut savoir qu'avant que la violence soit physique, elle est déjà verbale. Oui. Donc, après qu'elle soit verbale, parce que c'est comme ça, on énumère et on élabore. Avant que ça soit physique, c'est d'abord verbal. Donc, le bourreau va insulter la victime, la minimiser, la rabaisser, des fois lui donner quelques coups primaires avant même de commencer au coup qui va faire succomber la victime. Donc, déjà que c'est une violence, après la femme, elle se dit oui, c'est normal, parce que ma tante qui était dans son foyer a été battue. Et il y a un hic, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la société après, quand on vous dit que X
X a été battu, Oui. on dit non, accepte, c'est comme ça que tes enfants vont réussir. Oui, oui, justement. C'est un souci parce que dans notre société, la femme, elle est définie souvent par rapport à son mariage, par rapport à ses enfants. Oui. Ce qu'on oublie, c'est que la femme est un être humain à part entière. C'est-à-dire, c'est un être fait de chair et de sang. C'est ça. On oublie parfois, parce que on se demande parfois, est-ce que la femme, est-ce qu'elle souffre? En fait, on se dit que, voilà, la femme, elle est faite pour souffrir, justement, pour supporter la souffrance. Pour supporter la douleur. Et c'est vraiment malheureux parce que ces violences-là, vraiment, elles affectent la femme à un point où elle-même, elle perd sa valeur à ses propres yeux. Pourtant, quand vous voyez les statistiques, vous vous rendez compte que la majorité de la population guinéenne, elle est féminine, en fait. Oui. Et donc, si la majorité de la population n'arrive pas à atteindre son potentiel, et vous voyez que le taux même d'alphabétisation chez les femmes est de 22%. Oui. Et donc, vous voyez, c'est ce qui amène un déséquilibre dans la société. Parce que si cette majeure partie de la population n'arrive pas à exploiter son potentiel, n'arrive pas à contribuer au développement socio-économique de la nation, parce qu'il ne suffit pas juste de scolariser les filles. Mais il y a beaucoup de filles même qui ne voient pas l'intérêt vraiment de faire du sérieux dans les études. Parce qu'elle va se dire puis d'aller loin. Justement, parce qu'elle va se dire, ah, en fin de compte, il y a quelqu'un qui va me prendre. Qui va me prendre en charge. Donc, pas besoin de pousser les études. Parfois, même la personne te dit, moi, j'ai connu certaines femmes qui étaient brillantes et tout. Et donc, l'époux dit qu'elle ne peut pas travailler. Et le danger de ça, c'est quoi? C'est que pour une société équilibrée, si une partie de la force de travail n'est pas exploitée, c'est que déjà, il y a un déséquilibre économique. Lorsque l'homme qui est le pourvoyeur, lorsqu'il se retrouve au chômage, ou lorsqu'il a un imprévu de force majeure, par exemple. Ou même lorsqu'il abandonne sa femme. Oui. Lorsqu'il abandonne sa femme, lorsqu'il se met à voir ailleurs. Qu'est-ce que toi, femme, tu peux faire pour toi-même? Et si tu as fait des enfants, pire encore, hein? Oui. Donc, si tu as fait des enfants, comment est-ce que tu dois, voilà, subvenir aux besoins de ces enfants? Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains pères de famille, lorsqu'ils démissionnent, ils démissionnent carrément. Ils ne payent pas la nourriture, ils ne payent rien. Et à ce moment-là, tu te dis, et si j'avais étudié? Justement. Et même pour ceux qui ont étudié, vous voyez, le souci qui se pose, c'est que les femmes, elles ne sont pas préparées au monde de maintenant. C'est ça. Vous voyez? Parce que le monde de maintenant, là, c'est un monde qui est capitaliste. Oui. C'est-à-dire la femme, même l'homme, hein, tout un chacun, c'est-à-dire il faut que tu aies des compétences pour être exploitable sur le marché du travail. Et donc, la femme, elle peut étudier. Elle peut faire des études et tout, mais souvent, lorsqu'elle est chez elle, on ne l'amène pas à avoir confiance en soi, à développer des choses, à penser par elle-même. Donc, finalement, même quand elle finit les études, elle est un peu perdue. Parce que son potentiel, on l'a appris à rester en retrait, à ne pas se valoriser et tout. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme, même pour chercher les opportunités d'emploi, elle est réticente. Oui. Et elle ne va pas postuler pour des postes vraiment qui sont à haute responsabilité. Elle va choisir plutôt secrétariat et tout ça, réceptionniste. Parce qu'après, pseudonyme, c'est fait pour les femmes, quoi. Justement. Et ce qui fait que les femmes, elles sont plus exposées à la précarité. Oui. Donc, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire parce que la femme, il faut que déjà, dans la tête déjà, qu'elle prenne confiance en elle, qu'elle développe ses compétences, qu'elle se prépare
à affronter le marché du travail, à créer à créer de l'emploi, pourquoi pas, à être entrepreneur, mais pas seulement entrepreneur pour les besoins primaires, parce que les femmes, dans la majorité des cas, elles sont entrepreneurs, hein, vous voyez, dans les marchés. Oui, dans les marchés, sans même le savoir, elles ne savent pas qu'elles sont entrepreneuses. Ce sont et elles ont des petites boutiques à la maison, où on vend du petit pain le matin, où on vend ceci, cela. Justement. Il y a d'autres qui vendent des boulettes. Elles ne savent pas si elles avaient exploité ce potentiel-là à l'aval. Et puis, s'asseoir, dire, bon, il faut que je vote un budget pour faire mes boulettes. Justement. Et il faut penser à comment mettre les boulettes dans un bon emballage, présenter ça très bien, peut-être assister comment je vais appeler ça, au salon, hein, salon de l'agriculture, salon de la pêche, un truc comme ça, là. Ça éveille la conscience. Et je pense que c'est à cause de ça actuellement qu'il y a beaucoup d'ONG qui prônent le travail des femmes et surtout leur autonomisation. Justement, je suis présidente de l'ONG Arise. Justement. Hein? Il faut le dire. Donc, je suis présidente de l'ONG Arise. Arise, en français, ça veut dire se lever. Et donc, l'ONG est axée non seulement sur l'accompagnement aux victimes de VBG, mais aussi sur l'autonomisation des femmes, la formation des femmes, le renforcement des capacités. On renforce leurs capacités, on renforce leur développement personnel. Et donc, parce que c'est très important que la femme, qu'elle ait confiance en soi, qu'elle ait des compétences, parce que ces femmes-là qui, vous voyez, dans le marché d'Avaria, tous les jours, même les matins, à 5 heures du matin, nos mamans, elles sont sur pied, sont déjà elles se débrouillent, mais ce qu'elles font, c'est de l'entrepreneuriat de subsistance. C'est-à-dire, tu sors, tu cherches ce que tu vas avoir pour la journée et pour nourrir tes enfants et tout, et tu ressors encore le lendemain et tout. Et donc, si les femmes, elles étaient équipées, comme vous l'avez dit, elles auraient pu structurer leur activité, et donc l'activité aurait pu vraiment apporter plus, mais justement les femmes, elles ne sont pas équipées pour ça, et donc il y a même pas cette pensée-là. Non, il y a même pas cette culture, hein. Justement. Tu sais, on pense, c'est quand il y a la culture déjà, on dit, ah, telle personne a fait ça, il faut que je fasse ça, mais de la plus belle des manières. Oui. Justement, mais il n'y a pas cette culture, il n'y a pas l'éveil de conscience qui est là. Il y a tout ça. Et puis, on va revenir sur le fait que on empêche la femme de travailler une fois au foyer. Oui. Justement, c'est... vous savez, nous sommes dans une société patriarcale. C'est ça. Et moi, j'ai eu à travailler dans les institutions et tout. Et donc, ce qui est prouvé, en fait, selon les études, vraiment, c'est que... voilà, la femme déjà, elle a du potentiel et que si elle était valorisée, si son apport économique vraiment pourrait relever l'économie. Pourrait relever l'économie d'un pays et tout. Et donc, c'est pourquoi vous voyez même dans les pays développés, les femmes, vraiment, elles sont mises en avant parce que cela permet d'avoir un équilibre en société. Et donc, les femmes à qui on demande de ne pas travailler, voilà, c'est par rapport au système patriarcal, justement. Je ne veux pas, je veux pas vraiment rentrer dans une polémique, mais il faut savoir que il y a un rôle qui est attribué à chacun. Oui. Je suis spécialiste des questions de genre et donc les stéréotypes du genre dans nos sociétés sont réellement prononcés. Oui. C'est-à-dire, on donne un rôle à l'homme. L'homme, c'est la société qui te dit, oui, voilà, l'homme doit être ça. Toi, tu es fait pour pouvoir aux besoins de ta famille. Toi, tu es fait pour être fort. C'est-à-dire, tu ne dois pas être faible. Oui. Tu dois pas pleurer. Tu dois pas être vulnérable. Voilà, justement. Tu dois toujours être comme ça. Justement. Toujours au-dessus de tout. Justement. Oui. Et donc, c'est toi qui dois commander ta femme et qui dois commander tes enfants. Et donc, il ne faudrait pas que vraiment qu'on voie que ta femme te commande et tout ça là.
Vous voyez? Et donc, le rôle est donné à la femme. La femme, elle doit s'occuper des enfants. Elle doit développer des compétences culinaires. C'est-à-dire prendre soin d'une maison. C'est une bonne chose. À bas âge. Justement, c'est une bonne chose. Oui. Quand on est enfant en Guinée, et bon, précisément parce que je connais le cas de la Guinée, étant donné que je suis guinéenne. C'est ça. Mais ça, c'est aussi le cas dans plusieurs pays africains. Voilà ce qu'on dit. On dit, voilà, quand tu es petite, on te dit, voilà, tu dois faire ça, tu dois bien balayer, tu dois faire ça. Sinon, ton mari, voilà, il va te battre. Sinon, ton mari ne sera pas content de toi. Donc, la femme, elle est conditionnée pour plaire à un époux. C'est comme une programmation. Justement, Oui. elle est programmée pour plaire à un époux. Et l'homme, il est programmé vraiment pour être, pour développer ses capacités, pour faire de l'argent, c'est ça. Et pour plaire à un homme, cette partie-là, il faut plaire à ton homme physiquement, il faut plaire à ton homme par ta manière de cuisiner, il faut plaire à ton homme par sa manière sexuelle, il faut plaire à ton homme surtout quand il te dit ne travaille pas, tu ne travailles pas. Parce que tu es fait pour ton homme. On est conditionné, on est programmé pour ça en fait. Voilà. Donc je tiens à préciser une chose parce que souvent quand on est juriste spécialiste des questions de genre, qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent quand les gens vous jugent, après ils vont dire ah non mais ce sont des femmes révolutionnaires, c'est elles qui révolutionnent nos femmes. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas le fait d'être spécialiste des questions de genre. Les questions de genre aussi, c'est pas pour dire que voilà l'homme est comme ça, qu'on est contre les hommes et tout, mais c'est pour apporter un équilibre en société. Voilà, quand on est marié à une personne, plaire à son mari, c'est quelque chose de bien. Plaire, c'est de la même chose. Plaire à sa femme aussi, c'est quelque chose de bien. Mais il ne faudrait pas que tu te perdes en voulant plaire à une autre personne. C'est-à-dire, il faut qu'on montre à la femme qu'elle est une personne à part entière d'abord, qu'elle doit développer ses facultés, qu'elle doit s'épanouir, qu'elle doit s'instruire, vous voyez. Dieu a déposé quelque chose en chaque être humain, que tu sois homme, que tu sois femme, tu as un potentiel en toi qui doit servir à la société. Et donc maintenant, si en tant que femme, on veut étouffer ce potentiel en toi, il y aura ce mal-être-là que tu vas ressentir en toi-même. Ta voix ne sera pas entendue. Et tu ne pourras même pas être une bonne épouse. Non. Pourquoi? Parce que imagine, l'homme, lui aussi, il a ses problèmes. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pression au niveau des hommes. Parce que l'homme se retrouve vraiment à devoir supporter toute la charge financière, toute la charge de la famille. Et même quand il vient du boulot, il a un problème et tout, il ne peut pas être soutenu par sa femme parce que la femme même n'a pas appris à s'épanouir elle-même. Donc, s'il y a un problème au travail, et la femme comment la femme va aider? Voilà. Justement, elle ne comprend pas dans quelle situation, dans quelle émotion se trouve l'homme, parce qu'elle ne sort pas justement pour aller chercher l'argent. Elle ne se lève pas aux aurores pour aller chercher l'argent. Elle se lève, par exemple, aux aurores pour servir le mari. Elle se lève aux aurores pour préparer les enfants pour l'école. Et si elle a une petite boutique, elle s'assoit à sa boutique, elle vague à ses occupations, elle cuisine au soir. Maintenant, à l'arrivée du mari, elle continue son quotidien. Donc, justement, ce qui fait que même la réalité, dans la vie réelle même, la femme, elle n'a pas une connaissance de la vie réelle, de la vie active. C'est ça. Elle a une connaissance de la vie familiale. Elle sait que, ok, les enfants, c'est ça. La vie familiale, sociale. La vie sociale, voilà. Il faut participer au baptême, il faut faire ça. Mais elle ne sait pas que dans la vie active, il faut ça. Donc, c'est pourquoi vous voyez que même les questions de boulot, de renforcement de capacité. Vous voyez, les milieux sont fortement masculins. C'est vrai, après quand on parle, on dit ça à une femme, ah oui, mais c'est pour les hommes. Justement, la société a fait que, sur elles-mêmes, elles savent que c'est pas fait pour elles. Pourquoi c'est pas fait pour elles? Parce qu'elles savent que déjà, c'est pas leur rôle. Ça, c'est dit depuis qu'elles étaient petites, quoi. C'est pas ton travail. Mais qui donne? Voilà, c'est ça même. C'est là que... C'est la question. C'est là la question du genre. Qui donne ce rôle? Les temps d'avant. Les temps d'avant et le temps de maintenant, c'est pas la même chose. Du tout. Nous sommes dans une société qui est moderne maintenant. Peut-être qu'avant,
la réalité était que peut-être les personnes vivaient de chasse, de cueillette, et qu'il y avait des risques de plantation, tout voilà. ça. Et donc, il fallait avoir beaucoup de femmes, avoir beaucoup d'enfants pour avoir une main-d'œuvre vraiment abondante pour pouvoir travailler dans les champs et tout. Mais maintenant, nous sommes dans une société moderne. Et dans une société moderne, une personne, pour être compétitive sur le marché du travail, il faut que tu aies des compétences. Il faut que tu développes la confiance en soi. Il faut que tu puisses avoir des initiatives. Il faut que tu puisses être une force de proposition. Mais la femme, si elle n'est pas préparée au monde d'aujourd'hui, c'est qu'elle va continuer à être passive. Elle va subir sa vie. Et finalement, on aura une société déséquilibrée. Parce que le jour où l'homme, on est dans une société changeante et les conditions peuvent changer. Si, par exemple, l'homme qui était le pourvoyeur travaille dans une entreprise et que l'entreprise ferme, qu'elle fait faillite ou bien qu'il y ait un quelconque souci et que la femme ne peut pas se débrouiller, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de quitter l'école, ils sont obligés de mendier ici, ils sont en et tout. location, de quitter, d'aller se regrouper dans la maison familiale. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, donc ce qui veut dire que pour un équilibre en société, il faudrait que la femme soit valorisée. Il faut une égalité de chance. Une égalité de chance, une égalité de droits. Et il faut surtout prévenir les violences basées sur le genre. Parce que les violences basées sur le genre, ça détruit la femme. Vous voyez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez même sur les ondes parfois, quand vous entendez des personnes parler des femmes, vous avez l'impression qu'ils parlent d'être vraiment inférieurs. Oui, inférieurs, sans état d'âme. Justement. C'est que c'est un être manipulable, en fait, qui ne ressent rien. Justement. Et justement, donc, il y a un petit enfant de 7 à 8 ans qui a demandé à sa maman un jour. Parce que c'est un enfant super intelligent par contre, mais il le remarque. Il demande à sa maman, maman, est-ce que tu as des sentiments? Sa maman lui dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, maman, chaque matin quand tu te réveilles, tu ne te plains pas. Moi, quand tu me réveilles à 6 heures, je peux me plaindre jusqu'au moment où je rentre à l'école, j'aille à l'école. Tu ne te plains jamais quand papa te dit, lève-toi, tu cuisines. Tu ne te plains jamais quand quelqu'un te dit, lève-toi pour aller à ces cérémonies. Le petit, il est super intelligent. Sa maman a pleuré ce jour-là. Que même si, parce que elle a accouché de son petit frère, du petit frère du petit enfant. Donc, il dit, même quand tu as accouché, tu n'as pas pleuré. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de sentiments? Pourquoi tu ne réagis pas? Sa maman a pleuré, c'est la maman qui est venue me dire ça. Quand elle m'a dit, j'ai pleuré avec elle. Je dis, vous voyez, c'est l'étiquette en fait qu'on nous colle. On ne doit pas pleurer, on n'a pas d'état d'âme. Même si tu dois pleurer, tu ne dois pas le faire devant les gens. Tu es une femme forte, on te dit. Tu es une femme au foyer, tu dois accepter, tu dois supporter. Tu ne dois pas pleurer parce que tu es fait pour supporter la douleur. C'est vraiment déplorable parce Très que déplorable. on oublie que la femme est un être humain. Oui. Et est-ce que vous avez remarqué le cas récurrent d'AVC maintenant dans nos sociétés, que ça soit du côté des hommes que du côté des femmes aussi. Parce que le stress, vous voyez, on te dit tu dois supporter. Pourtant, il y a ces choses, l'être humain, à un moment donné, si tes besoins émotionnels ne sont pas pris en compte, elles vont se matérialiser sous la forme d'une maladie, sous la forme d'ulcère ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que il faut que tu sois bien. Et il faut savoir physiquement, mentalement, pour la femme pouvoir est plus exposée au cancer. Justement. Donc, le stress augmente le cancer. Oui. Justement. Donc, il faut que tu sois bien, même pour prendre soin. C'est ce qu'on ne comprend pas. Oui. Vous voyez, moi, j'ai vu sur Facebook même des soi-disant coachs, entre guillemets, des masculins, on dit même anti-coach et tout ça là, qui disent que quand une femme est chez toi, parfois même, il faut la mettre dans des situations de risque. Il faut la mettre dans des situations de stress. C'est-à-dire, il faut qu'elle sache que sa position est menacée. Et donc, parfois, il faut se lever, tout casser, dire que, voilà, les rideaux ne sont pas lavés et tout ça. Il faut la mettre dans une situation d'insécurité pour qu'elle soit toujours là en train de te courir après. Mais imaginez
quelqu'un qui doit se lever, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille, Ils n'ont s'occuper pas peur, ils n'ont pas pitié. qui a toute cette pression-là. Tu vas lui mettre encore une pression, une insécurité. Après, ils vont dire que elle ne prend pas soin d'elle. Mais comment elle pourra prendre soin d'elle? Comment est-ce qu'elle aura le temps si elle est stressée? Ouais. En fait, elle va vite vieillir. Franchement, elle va prendre de l'âge parce que elle porte ce poids-là. Et donc, moi, je dis, ce que je veux dire, en fait, ça n'arrange personne que la femme soit malheureuse. Ça n'arrange pas un pays, ça n'arrange pas une société, ça n'arrange pas un foyer. Parce que même pour être une mère, une bonne mère, il faut que que toi-même là, que tu sois bien. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui battent les enfants. Bien sûr. Et quand vous voyez même les femmes qui battent les enfants, souvent ce sont des femmes battues. Des femmes battues. Et donc imagine une femme qui est stressée, qui n'est pas bien, qui se fait battre, tromper, qui se fait abuser par son mari et tout ça là. Et donc l'enfant vient pour dire maman j'ai besoin, mais qui veut raconter sa journée au travail. Oui. Mais si l'enfant insiste, elle risque de lui donner un coup parce que l'enfant va ramasser un coup de baston là-bas. Voilà, justement, parce que un trop plein d'émotions, quand il y a un trop plein d'émotions, tu veux évacuer. Tu veux exploser. Et malheureusement, ce sont les enfants qui en payent les frais. Donc, si vous voulez vraiment... Et c'est un circuit. Quand l'enfant paye le prix de ce que la maman a reçu, l'enfant, en grandissant, va cultiver en fait la même haine à reproduire, si c'est un garçon par exemple, à reproduire sur sa femme. Justement. Et si c'est une fille, une petite fille, avoir la haine contre les hommes. Justement. Il y a tout ça. Et donc, voilà, c'est plus profond que ça. Parce que quand j'ai fait une conférence à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, c'était en décembre, c'était lors des 16 jours d'activisme contre les VBG. J'ai parlé de ça. J'ai parlé du poids du silence. Le titre du roman, c'est Silence pluriel. Et justement, pourquoi silence pluriel? Parce que on montre qu'il y a un silence collectif par rapport à la question des VBG. La victime se tait, la société se tait, la famille se tait, les notables ils se taisent parce qu'on veut, sauver les apparences et donc faire comme si ces violences n'existaient pas. Faire comme si les femmes en faisaient trop. On se dit, ah mais on t'a frappé, on banalise. Mais non, mais tu te plains, ta maman, vos tantes ont grandi comme ça, vos grands-mères ont grandi comme ça, elles n'ont pas bronché un mot. Justement. Tu te plains. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que pour un environnement, est-ce que c'est cette société-là qu'on veut transmettre aux générations futures? Est-ce qu'on veut transmettre aux générations futures une société malade avec des hommes violents, des femmes violentées, des femmes abusées, des femmes qui ne savent pas qui elles sont, qui ne peuvent pas apporter comment dire ça, un apport conséquent au développement de la société. Est-ce que c'est cette société-là, de cette société-là qu'on veut? On a beau dire que ça a toujours été comme ça. Mais de quoi je parle? Dans le roman, il y a des réflexions, hein? Il y a des réflexions sur des questions de société. Vous voyez? Et donc, dans une partie, je dis, je fais parler un des personnages qui dit que vous dites que ça a toujours été comme ça. Mais regardez les sociétés développées. Avant, des siècles avant, au 19e siècle, au 18e siècle, il y avait des femmes qui étaient là. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes n'avaient pas le droit à la parole, les femmes étaient privées de certains droits. Même pour sortir, il fallait un chaperon. Je dis, mais... ils ont vu ce qui n'allait pas dans la société et ils ont essayé d'apporter une amélioration. Et donc, je voudrais dire que l'éducation a une place importante. Parce que si vous prenez la France, elle a connu vraiment, elle est devenue ce qu'elle est maintenant à travers les écrivains des Lumières. On a parlé de Jean-Jacques Rousseau et tout ça là. Donc, ce sont les écrivains de Lumière qui ont vraiment montré la voie, qui ont dit voilà ce qu'une société devrait être. Et donc, les personnes ont lu. Malheureusement, dans notre société, les personnes ne lisent pas. Donc, il faut vraiment que les personnes s'éduquent, que les personnes prennent le goût à la lecture. Vous avez fait ça pendant longtemps, pendant des années.
Et qu'est-ce que ça a apporté? Ça n'a rien apporté de bon, c'est le moment d'arrêter, quoi. Justement. Oui. Et donc, c'est la même question pour la question des mutilations génitales féminines. C'est la même chose, hein. On dit que, mais nos parents, nos grands-mères et tout ça, là, ça a toujours été comme ça. La Guinée est le 2e pays au monde en matière de mutilation génitale féminine. Oui. Et quand vous voyez, voilà, dans le monde médical, les conséquences de ça, c'est énorme. C'est pourquoi on voit les femmes qui meurent à l'accouchement, des risques d'infection, des personnes qui meurent même du VIH par la suite des mutilations génitales parce qu'on utilise le même instrument, des instruments qui sont non stérilisés sur les mêmes personnes. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion collective sur les questions de société. Voilà qu'est-ce qui se passe. Et justement, je remercie Kadi FM et toutes les ondes vraiment qui donnent une plateforme aux femmes pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir réfléchir sur les questions de société. Parce que si on a fait quelque chose pendant des années et que ça a des conséquences néfastes sur la vie des femmes, des enfants, sur la vie des personnes qui vivent en société, justement, il faut se demander, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer, il faut évoluer. Justement. Et cette évolution, il faut que ça commence dès maintenant. Oui. Ça vient de quoi? Des enfants, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Jacques Rousseau, des romans en tout cas, qui ont été là comme boussole, comme exemple, il faut les lire pour reproduire, pour construire une autre société. Oui. Et je pense que nous, chez nous, vu qu'on ne lit pas, il faut que déjà les religieux nous aident dans le combat. Parce que oui, ils sont en quelque sorte un peu une cause, quoi. Parce que, par exemple, dans la religion musulmane, il est dit que la femme doit être là et que l'homme soit là. Mais dans quelles conditions? Ils prennent le bon côté de ce qui les arrange et ils mettent ça à leur guise. Mais ce que le Coran a dit sur la femme, sur le respect de la femme, sur comment traiter la femme, sur comment grandir la femme, sur comment respecter la femme, ils ne prennent pas ce côté. Justement. Mais tout de même, ils prennent le côté qui les arrange. L'homme est suprême à la femme. Bon, il faut savoir aussi que déjà le système est tel que quand vous voyez le système, il y a combien de femmes, même dans le monde judiciaire? Parce que vous savez, si tu comprends l'organisation d'une société, c'est là que tu sauras quoi faire pour trouver ta place. Justement. Et vous voyez que la femme, déjà, elle n'est pas autonomisée. Et donc, dans la majorité des cas en Guinée, même les études supérieures, les femmes, le pourcentage de femmes qui font des études supérieures, elle est assez moindre par rapport à celle des hommes. Oui. Et donc, vous n'avez pas assez de femmes dans les postes de décision pour pouvoir vraiment faire pencher la balance. Et donc, quand vous dites déjà les religieux, ce sont des hommes. Et donc, il faut toujours savoir que, selon ce que je sais des Écritures, c'est que la femme, Dieu n'a pas créé la femme pour souffrir, comme on le dit. Non. Non. La femme a un rôle essentiel en société. Par exemple, quand je prends le cas de la Bible, par exemple, vous voyez dans Genèse, on dit que quand on a créé Adam et Ève, on les a confiés, on a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Donc, on a dit à la femme et à l'homme. Et quand on dit soumettez-la, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis en vous comme potentiel, il faut que vous puissiez l'exploiter pour faire de ce monde, pour construire ce monde-là, pour faire de ce monde un monde meilleur. Donc, vous voyez, et donc, quand vous allez même dans le Nouveau Testament et tout, on parle de la femme. On parle de la femme, on dit Marie, aimez vos femmes. Et on dit aussi donc que la femme, elle doit éduquer ses enfants selon les voies de l'Éternel et tout. Et donc, quand on dit même Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire on dit que il faut que le mari ait un rôle sacrificiel. C'est-à-dire, c'est lui, il doit vraiment aider, étant la tête. Tu n'es pas la tête pour ne rien. Quand tu es la tête, c'est toi qui dois amener les autres à grandir. Oui. Tu dois être un leader. Justement. Oui. Et donc, si c'est la tête même qui détruit, qui détruit on dit ceux que qui le sont là. poisson pourrit par la tête. Justement. Et donc, la tête a un grand rôle. Et donc, si la tête vraiment est là pour détruire, pour rabaisser, il y aura un déséquilibre. Bien sûr. Justement. Et donc, ce rôle-là, même au niveau des enfants,
l'éducation des enfants incombe à tous les deux. Ouais. Il y a un rôle pour chaque parent. C'est-à-dire, nous sommes au mois de juillet, mais on a célébré le mois de l'enfant en juin. Et donc, souvent, même quand vous voyez dans les manifestations et tout, vous voyez la femme est là avec les enfants et tout. C'est vrai que la femme, puisqu'elle a porté les enfants, on dit qu'elle est plus proche des enfants, mais l'homme a un rôle de protecteur, a un rôle essentiel. Et les études ont montré que même le développement de l'enfant, le développement personnel de l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à faire confiance en lui-même, ça, c'est développé souvent par l'homme. Donc, il faut vraiment que chacun prenne sa place. Oui. Si chacun prend sa place, si chacun joue le rôle qu'il doit jouer, la famille sera équilibrée. Tout à fait. Donc, c'est les deux, hommes et femmes, chacun doit grandir, que ce soit du côté émotionnel, que ce soit du côté, le côté matériel, pour voir le côté développement personnel. Le côté, en fait, vous devez grandir ensemble, pour justement. pouvoir avoir une famille équilibrée. Et donc, si ça manque... Si la balance pèse ici. Voilà. Et vous voyez qu'en société, dans les familles, 80% des familles, c'est les hommes qui meurent en premier. Ouais. Ça, c'est clair. C'est les hommes qui meurent en Par premier. ici. Oui. Par chez nous, oui. Chez nous, en Afrique, par exemple, précisément en Guinée, c'est les hommes qui meurent en premier. Justement. Et on se demande pourquoi. Bon, ça, on l'a pas. On a beaucoup de veuves, justement. On a beaucoup de veuves, hein. On a beaucoup de veuves. Et des veuves vulnérables. Justement. Et si ces veuves-là avaient compris bien avant que le mari ne meure, bon, c'est mon mari le pourvoyeur. C'est lui qui paye la nourriture. C'est lui qui paye la santé, l'école, les vêtements, tout ce qui s'ensuit. Et qui donne l'argent de poche. Si ce pilier n'est pas là, qu'est-ce que moi je peux faire pour mes enfants? Pour mes nombreux enfants, il faut savoir qu'en Guinée, une personne qui a fait 3 enfants ou 2 enfants, c'est que elle ne pouvait pas continuer. Ou, bon, depuis le début, il s'est dit, bon, moi je veux que 2 enfants, 3 enfants. Ça, c'est déjà autre chose. Mais minimum, c'est 5 enfants. Ouais. Ça, c'est un minimum. Donc, si une personne qui a 5 enfants, veuve, qui n'a pas de mari, qui n'a pas de grand frère pour l'aider, qui n'a pas de soutien, il faudra penser à l'aval, bien avant même de te plonger dans le mariage pour savoir exactement si mon mari meurt d'un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que les femmes aussi se mettent en question, se remettent en question. Une remise en question, une prise de conscience, une analyse. C'est vrai que la société nous impose, mais on est plus, c'est qu'il n'y a pas mieux que nous pour parler de nos problèmes et pour les résoudre que nous-mêmes. Parce qu'on connaît nos besoins. Déjà même, moi, je me dis que vraiment, même les hommes et la société, ils devraient réfléchir à quelque chose, à se dire, voilà, pourquoi les hommes meurent vite? Toute cette pression-là, c'est justement, voilà, justement à cause de cette charge-là. Parce que quand vous entendez une personne est morte actuellement, dans nos sociétés, on dit AVC. Il y a eu un AVC, il y a eu crise cardiaque et tout. Et donc, il faut voir tous ces facteurs-là qui amènent vraiment la personne à développer ces crises, à favoriser ces crises-là. Et justement, c'est le poids qui repose sur les hommes. Et donc, il faut se décharger vraiment de ces stéréotypes de genre-là. Amener les femmes à être autonomes. Amener les femmes vraiment à exploiter leur plein potentiel. C'est ça. Et comme ça, dans une maison, vous n'allez pas être, voilà, l'homme est là, la femme est là. Non, non, vous allez être une équipe. Vous allez être une équipe. Souvent, j'ai remarqué que la crainte des hommes, c'est quoi? C'est que, voilà, si ma femme, elle travaille, si ma femme, elle exploite son plein potentiel. Elle va me dépasser. Elle ne sera pas peut-être fidèle. Oui. Ou bien elle ne sera pas soumise. Elle ne sera pas... Mais la soumission vient naturellement. Voilà. Elle vient et le respect, il est suscité vraiment par un certain nombre de facteurs. Notamment... La femme, elle est loyale par rapport à ce que tu incarnes. Et donc, si tu joues un rôle d'homme dans sa vie, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui apporte de la sécurité, pas seulement la sécurité financière, elle est vraiment secondaire. Parce que la femme, si elle travaille d'elle-même, elle ne sera pas là pour ce que tu lui donnes.
Si elle travaille C'est d'elle-même, ça. elle sera là parce que elle a vu en toi une personne avec qui ils peuvent, Elle peut elle même être en construire. sécurité, justement. Elle peut Cette construire. sécurité physique, émotionnelle, mentale, parce que la femme, elle est vulnérable. Oui. Mais quelle vulnérabilité? En soi, elle est empathique. Oui. Elle est altruiste naturellement. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a un petit côté vulnérable. Dès que Oui. la femme voit une situation, elle se met à pleurer ou bien il y a quelque chose, en tout cas une situation qui se pose. Au début, tout à l'heure, on a parlé de quoi? On a dit que les hommes, quand ils quittent la maison pour le travail et qu'ils rentrent, ils ont une charge déjà. Ah, demain, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Demain, comment mes enfants vont aller à l'école? Ma fille est malade, comment est-ce que je dois l'amener à l'hôpital? Il y a cette charge. Et la femme qui ne travaille pas n'est pas en état de comprendre la charge mentale du monsieur. Ouais. OK? Donc, à ce moment-là, la femme ne pourra pas comprendre exactement et c'est ce qui s'accumule. Oui. Et moi, je dirais, c'est pourquoi les hommes meurent plus vite dans nos sociétés Oui. que les femmes. Et vous savez que même les VBG sont favorisés par ces situations de déséquilibre. Oui. Parce que quand les statistiques ont montré que en situation de crise, les violences basées sur le genre sont plus prononcées. Vous voyez? Et donc, il y a plus de cas de VBG. Par exemple, quand on parle de situation de crise, vous avez situation de guerre, situation d'épidémie comme Ebola, et même le chômage et la pauvreté. Il y a beaucoup de choses, de facteurs vraiment qui favorisent la commission des VBG. Ouais. Et donc, dans un cas pratique, je peux prendre cet exemple. Par exemple, si un homme, il est en train de vivre des choses et que la femme, elle est là, elle ne comprend pas. C'est qu'il est dans son univers à lui. La femme, elle est aussi dans son univers à lui. Et donc, s'il subit une pression, la société lui a dit qu'il doit être fort, qu'il doit être l'homme, on ne doit pas vraiment voir le côté émotionnel, le côté émotif et tout. Voilà, on ne doit pas voir ça en lui. Et donc, il réfrène ses émotions, il ne doit pas montrer ses émotions et tout. Et donc, s'il est face à une situation de crise, par exemple, il perd son emploi, ou bien son entreprise fait faillite et tout, la femme, elle vient. Puisqu'ils sont dans deux mondes différents, elle vient, voilà, il y a ce besoin de problème, il y a ce besoin, bien, il y a ce problème-là qui est là. Les enfants, ils n'ont pas, voilà, manger, justement, ils n'ont pas, et il y a un baptême par là, on me demande d'envoyer de l'argent et tout. Et donc, le loyer est fini, le courant aussi va couper demain. Justement, puisqu'il n'y a pas une communication, puisqu'il n'y a pas une relation saine qui est là, donc la femme ne comprend pas qu'il y a un problème. Donc, l'homme, finalement, pour ne pas se montrer faible, il ne va pas dire à la femme qu'est-ce qu'il va pas. Il va la battre. Parce que il va se dire, OK, il faut pas que je me montre faible. Donc, il faut que je montre ma force. Et il faut aussi que j'évacue le trop plein d'émotions en moi. Donc, vous voyez que dans la société, souvent même, les hommes qui sont confrontés à des situations de crise, ils vont parfois trouver des stupéfiants, ou bien bien ils plongent dans l'alcool, ils plongent dans quelque chose pour oublier ce souci-là. Et donc, quand il y a une femme à côté, il bat la femme. Donc, c'est ce que j'ai dit au début. C'est qu'il faut être une équipe. Il faut être une équipe. Si tu as un problème, tu dois reconnaître que la femme a un potentiel. Vous voyez? Et qu'à deux, vous pouvez résoudre les problèmes. Mais si tu as un problème, tu te renfermes, la femme qui vient te voir, tu la bats et tu plonges dans l'alcool, ou bien tu trouves ton refuge avec des amis et tout ça, là, tu vas maintenant, tu vas faire autre chose et tout. Et donc, la famille est déséquilibrée, la famille est brisée. Complètement. Et donc, ce sont ces stéréotypes de genre qui favorisent vraiment la commission des VBG. Il faudrait que la société cesse d'imposer un certain nombre de pressions. Il y a des femmes qui ont un grand potentiel. Vous voyez, qui ont un grand potentiel, qui pouvaient même, on voit qui étaient des femmes qui étaient même très intelligentes à l'école, qui pouvaient vraiment apporter beaucoup en société. C'est ça. Et quand la personne se marie, on dit tu ne travailles pas. Et finalement, son potentiel, il est mis sous terre, en fait. Donc, la femme ne peut plus, jouir pleinement de ses facultés intellectuelles et tout. Tout récemment, il y a une femme qui a fait des recherches
Sur quoi? Parce que il y a de cela au moins 5 à 10 ans que les gens sont en train de se battre pour que les jeunes filles soient scolarisées. Mais à la fin des études, si par exemple on a scolarisé un enfant en 2005 et que je dis n'importe quoi, je pense que ça fait 13 ans, hein, jusqu'en terminale, quoi. Donc, de la première année jusqu'en terminale. Donc, de 2010 à 2023. On sait que après 2023, l'enfant quand même va rentrer à l'université. Une fois que l'enfant rentre à l'université, on suit le processus. Si, par exemple, on a scolarisé 100 jeunes filles en 2010, on retrouve que 10 jeunes filles en 2023 à la sortie. Oui. C'est déplorable. Oui. Donc, il faut quoi maintenant? Il faut un suivi continu de ces jeunes filles-là. Mais il y a ces problèmes qui se posent. Il y a la société, il y a le mariage surtout qui freine les jeunes filles. Parce que certaines personnes, dès qu'elles sont mariées, elles ne continuent plus les études. Bon, j'ai pas une raison valable de continuer. De toute façon, il y a un connard qui va me prendre, c'est comme ça, ils disent. Il y a toujours quelqu'un, en tout cas, qui va me prendre en charge. Prendre en charge mes bébés, ma famille, etc. Il y a toujours quelqu'un de riche, quoi, un homme riche qui va venir me prendre en charge. Donc, ça fait qu'elles oublient tout. Elles perdent la voix. Et il y a beaucoup qui ne continuent pas, malheureusement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Vous savez, oui, ce n'est pas toujours évident. Les comptes, c'est comme si la jeune fille guinéenne, dans la majorité des familles qui sont conservatrices, la jeune fille, elle est conditionnée pour un monde qui n'existe plus. Parce que si tu conditionnes une fille à être une femme au foyer, tout ça là, combien d'hommes à l'heure là sont capables de supporter une femme au foyer? Parce que moi, en tant que président de l'ONG Arise, on reçoit tout le temps des femmes qui nous parlent, qui nous disent, voilà, il m'a fait quitter mon travail, il m'a fait abandonner les études et tout ça là. Et maintenant, voilà que je me retrouve à la maison et tout. Et il ne s'occupe pas de moi. Il ne s'occupe pas de moi, il a trouvé une autre femme, il ne s'occupe plus de moi, il ne prend pas soin des enfants, et donc je suis obligée de faire un petit commerce et tout ça là pour survivre. Parce que, vous voyez, c'est une société qui demande maintenant beaucoup de charges. Les enfants d'avant, ils utilisaient des couches lavables et tout ça là. Maintenant là, c'est les Pampers, c'est les laits, c'est les choses. Donc, le coût de la vie a augmenté. Donc, ce qui veut dire qu'un seul homme, vous voyez le SMIC, ça coûte combien? Est-ce qu'il pourra supporter sa femme, ses enfants, avec toutes les charges, l'école, le loyer, la nourriture, vraiment tout l'habillement, le social, sa famille à lui et la famille de la femme. Parce que la famille de la femme a investi. Quand tu as eu un enfant, tu l'as mis à l'école, tu as dépensé pour elle jusqu'à ce niveau-là. Et donc maintenant, si elle arrête de travailler et que l'homme qui ne subvient pas à ses besoins, donc ça fait une perte pour la famille, vous voyez. Et donc c'est pourquoi comme je l'ai dit, il est important d'avoir une société équilibrée. Et voilà, la femme, il faut planifier ça. Moi, je n'ai pas dit que ne pas travailler, ça peut être une raison, c'est-à-dire ça peut, si la femme elle-même décide de ne pas travailler et que l'homme a les moyens, c'est-à-dire c'est une entente. Elle va s'occuper des enfants, mais à côté, il y a un business en ligne, elle a des actions et tout ça. Il faut comprendre que il y a toujours des choses, en fait, qui sont mises en place, un mécanisme qui est mis en place dans ces cas-là, dans une société équilibrée, pour que la femme, elle ait un revenu, même quand elle ne travaille pas. Donc, il y a des modèles économiques qui ne sont pas développés par ici. Mais une femme, elle peut ne pas travailler. Elle est à la maison, elle a des enfants, mais elle a des actions dans des entreprises qui lui rapportent de l'argent. Vous voyez? Elle a un business en ligne. Elle a quelque chose, elle est là. Donc, il faut savoir que il y a un côté social qui est là. C'est vrai que la présence de la femme, elle est essentielle pour les enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est une question d'organisation. Et les deux doivent s'organiser. Et la femme et l'homme, vous devez vous organiser ensemble pour avoir une maison vraiment équilibrée. Mais si on impose à la femme, on dit que ne travaille pas. Voilà, moi, je ne veux pas que ma femme travaille. Et les raisons ne sont pas des raisons vraiment
qui sont valables, des raisons des raisons qui ne peuvent pas vraiment servir la famille. C'est ça. Et donc, on donne ce genre de raisons. Et la femme, elle est là. Finalement, elle est abandonnée à elle-même. Donc, c'est un problème parce que vous avez plusieurs foyers ici qui vivent des revenus de la femme. C'est ça. Parce que quand l'homme meurt, la femme, ce dont elle avait peur, elle se retrouve confrontée à ce genre à ça. Elle voulait une sécurité, elle voulait se marier pour une sécurité, avoir quelqu'un qui va subvenir à ses besoins. Mais qu'on se dise la vérité, le prince charmant, comme c'est décrit dans les contes de fées, dans les contes de fées. Les contes de fées en français. Voilà, c'est pas vraiment évident dans ce monde moderne. Parce que même si quelqu'un a un revenu supérieur, souvent, vous l'avez remarqué, hein, souvent maintenant, ceux qui bâtissent des empires, ils le bâtissent avec leur épouse. Bien sûr. Hein? Et puis, avec leurs ils ne veulent plus des femmes qui n'ont pas étudié. Justement. Ça, c'est hors de question. Donc, si la femme n'est pas autonomisée, si la femme n'est pas valorisée, si la femme n'exploite pas son plein potentiel, vraiment, elle va se retrouver à la touche. Donc, ce qu'il faut, il faut vraiment une évolution des mentalités. Je ne veux pas dire un changement des mentalités. Parce que moi, je ne suis pas pour balayer tout ce qu'on a comme valeur. Non, du tout. Non. Du tout. On a nous sommes africains, on est en Afrique, il faut juste améliorer certaines choses et non abandonner. Justement. Il faut améliorer, c'est ça. Justement. Il faut voir ce qui va. Ce qui marche, ce qui est bien, voilà. Oui, on maintient et puis on améliore. Ce qui ne va pas du tout, on l'enlève, on remplace par autre chose. Justement. C'est ça. Et donc, notre société a besoin d'évoluer pour un équilibre. Et les femmes aussi, voilà, il faut pas se définir par au rôle de société. Je suis une femme. Mais je suis libre d'aller à la recherche des opportunités, d'avoir mon entreprise et tout. Ouais. Je suis un homme, je peux être émotionnellement down. Je peux me retrouver dans une situation de stress. C'est ça. Et je peux échanger avec ma femme et je peux faire savoir à ma femme, à mes enfants, voilà, je me sens pas bien et tout. Et donc, ensemble, on peut trouver des solutions à nos problèmes. Justement, des solutions à nos problèmes. On va pas finir de le dire, ce débat-là, il est tellement long. On va passer tout notre temps. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Hein? C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas vu l'heure, le temps passer, le temps filer. En tout cas, c'est un talk show, c'est un sujet qu'on doit mettre sur table, qu'on puisse prendre vraiment les pour, les contre, les avantages, les inconvénients de ce sujet et puis vraiment pour pouvoir régulariser les choses. En tout cas, la société a besoin de ce genre de talk show. On va le faire très souvent, hein? Oui. Je sais. Avec plaisir. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, franchement, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, on a passé un très bon moment avec Madame Julie Noé. Au plaisir de vous retrouver. Le plaisir encore une fois. Partagé. Merci. D'accord. Merci beaucoup et puis on se retrouve très prochainement. Au revoir.